안녕하세요. 오늘 모더레이팅을 맡은 큐레이터 이대영입니다. 제가 오랫동안 존경을 해온 미구엘 슈발리에 선생님을 드디어 만나서 너무 좋았고요. 또 We Are Watching Us라는 작업을 통해서 와, 예술이 이런 것까지 가능하다는 걸 보여줬던 댄 아셔 선생님 오늘 직접 만나 뵈서 너무 영광입니다. 오늘은 이제 프랑스 미구엘 슈발리에 작가님과 스위스 댄 아셔 작가님 모시고 디지털 네이처라는 주제로 2시간 동안 이야기를 나누게 될 텐데요. 이 두 작가 선생님은 최근 악화되고 있는 기후위기와 인류세의 문제를 논하는 자리에서 하나의 대안으로 큰 울림을 주는 작업을 하고 계십니다. 디지털 네이처에서 우리에게 변하지 않고 중요한 키워드는 네이처입니다. 씨앗이 자라서 꽃을 피우고 물이 순환하며 지형을 만들어내고 달이 있어 밀물과 썰물의 소리를 들을 수 있습니다. 씨앗도 생명이고 지구라는 행성도 거대한 생명체입니다. 씨앗에서부터 지구까지 그 생태적 가치를 지켜내기 위해 우리 인류가 무엇을 해야 하는지 스스로 질문해 봐야 합니다. 그러기 위해서는 우리의 의식 속에 잠자고 있는 타인과 자연에 대한 공감 능력을 깨워야 합니다. 함께 공생을 이야기하는 생태적 상상력이 필요한 시점입니다. 그리고 자연과 교감하며 생명의 흐름을 느낄 수 있어야 합니다. 그리고 단순히 느끼는 선에서 멈추지 않고 행동으로 옮겨야 합니다. 오늘 미구엘 슈발리에 작가님의 작품을 통해 생태적 상상력이 무엇을 해낼 수 있는지, 그리고 대나서 작가님의 작품책을 통해 우리 인류가 어떻게 연대해서 행동해야 하는지 두 작가님의 지혜와 비전을 직접 만날 수 있는 시간입니다. 먼저 미구엘 작가님 모시겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. Oui, donc je suis très heureux de vous parler de mon travail et je vais essayer un peu de présenter sommairement un peu comment j'ai été amené à créer une forme d'esthétique du virtuel. Cette esthétique du virtuel, bien sûr, elle n'est pas née elle s'est construite au fur et à mesure de mon temps. Et après que j'ai passé le diplôme des Beaux-Arts de Paris, en 81, et puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, je me demandais en fait comment on pouvait régénérer de nouvelles idées dans le champ de la peinture. En fait, si on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Et au fond, ils développent aussi, à partir des techniques, des nouveaux champs d'expérimentation. On s'aperçoit qu'un artiste, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Man Ray. Man Ray, c'est un artiste très intéressant parce qu'en fait, c'est un artiste qui a utilisé la photographie. Il est un maître de la photographie. Mais au départ, la photographie, c'était pas considéré comme un mode artistique. C'était considéré à la fin du 19e siècle comme un mode de reproduction et ça n'avait rien d'artistique. On estimait que c'était que de la technique et ça avait une capacité plus grande que la peinture de représenter, n'est-ce pas? Et on s'aperçoit que finalement, l'œuvre de Man Ray a fait qu'il a utilisé notamment les rhéogrammes et que peu à peu, il a créé de la photographie un médium en soi à part entière. Si on regarde plus proche de nous, un artiste très connu ici, Nan June Paik. Nan June Paik est un artiste qui s'est emparé dans les années 60 de la vidéo. La vidéo, c'était pas considéré comme un mode artistique, c'était considéré comme pour la télévision, on s'en servait, mais pas en tant que médium artistique. Et peu à peu, avec sa persévérance, avec le fait qu'il était à New York dans un contexte très riche d'expériences, d'expérimentation, avec le pop art et tout ça, et finalement, il est devenu le père des arts électroniques. Et donc, ce que je crois qui est intéressant dans cet aspect dont je vous parle, c'est pas du tout
de faire une apologie de toute l'histoire de l'art, de vous faire un cours d'histoire de l'art, mais c'est au fond de s'apercevoir que dans l'histoire du XXe siècle, il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés, et toute l'histoire de l'avant-garde a été de pousser toujours plus loin le rapport de la peinture pour arriver au concepto spatiale dans les années 60-70 avec l'artiste Fontana et avec Yves Klein. Donc c'est des artistes qui ont ouvert la voie vers l'immatérialité. Je vous prends ces exemples parce qu'au fond, c'est ça qui, moi, m'a influencé pour me dire comment peut-être à terme je pouvais être amené à développer des créations qui utilisaient un autre médium, qui n'était pas de la peinture, qui n'était pas de la photo, qui n'était pas de la vidéo, mais qui était le digital. Donc au départ, j'ai commencé à chercher entre la peinture et la photo. Ah merde. Pardon. Et j'ai cherché entre la peinture et la photo. Et donc, au début, c'était une diapositive qui était repeinte. Donc, c'est ce lien entre la photo et la peinture. Et j'ai eu la possibilité d'accéder aux ordinateurs dans les années 80 grâce au Centre de recherche scientifique. Et je me suis aperçu qu'en numérisant cette photographie, en fait, on pouvait voir qu'il y avait des artistes qui, sans savoir qu'un jour le monde de l'informatique viendrait, au fond le préfigurent. On est très proche ici d'un artiste comme Seurat. Seurat, vous savez, c'est un artiste qui s'est inspiré des théories de Chevreuil sur la diffraction de la lumière, et au fond, il préfigure le tube cathodique. Et donc, en fait, quand on a une image numérisée, en fait, on peut la traiter dans la chair. C'est-à-dire qu'entre le noir et le blanc, vous avez toute une série de valeurs qui va permettre de traiter l'image et de créer des variations. Et donc là, on voit ce travail au début. J'ai oublié de vous expliquer qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la serre. La serre botanique, c'est un espace artificiel. Ici, on travaille avec des images artificielles. Et donc, en fait, ce sont ces premières œuvres que j'ai faites dans les années 80. Donc, ces œuvres, on retrouve chaque fois les éléments de l'arbre et les éléments de la structure, les éléments du relief, et alors qu'on n'a pas de matière. Donc, on peut arriver avec le numérique à créer de la matière. Et finalement, ce qui est intéressant aussi dans le numérique, tout ça, ça va vous paraître évident, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que l'image numérique n'est plus constituée de points, comme des artistes comme Roy Lichtenstein ou Alain Jacquet dans le pop art ou dans les nouveaux réalistes, mais il est constitué de pixels, comme vous le savez. Et les pixels, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous avez des artistes comme un artiste comme Mondrian, qui est parti d'un travail très figuratif pour aller vers le monde de la géométrie. Et au fond, il préfigure l'idée du pixel, puisqu'à la fin de sa vie, il fait des boogie-woogie, qui sont des milliers de petits pixels en tant que tels. Et donc, là aussi, on voit des variations. Ce qui est intéressant, là, dans cette idée, c'est qu'au fond, le numérique, c'est aussi la capacité de métamorphose de l'image. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est plus dans une image qui se répète comme chez Andy Warhol, qui insiste sur la même image, mais on est dans une image qui finalement se transforme dans le rapport au temps. Et plus on met de la couleur sur un ordinateur, plus les trois couleurs sont la lumière. On travaille plus avec des pigments. Vous savez que les pigments, quand vous travaillez avec de la peinture, vous travaillez avec le jaune, le bleu et le rouge. Et à partir de plus vous mettez de la couleur sur une toile, plus vous allez foncer votre toile. En fait, quand vous travaillez avec un ordinateur, vous travaillez avec le rouge, le vert et le bleu. C'est les trois couleurs primaires. Et plus vous allez mettre de la couleur, plus vous allez tendre vers le blanc et plus l'image va disparaître. Donc tout ça pour dire que au fond, ce qui m'intéressait, c'est que au début des années 80, c'est de voir comment ce travail peut se transformer dans le rapport au temps, mais comment au fond ces images, au début, bien sûr, je n'avais pas la possibilité de les montrer autrement que souvent dans des éléments fixes. Donc, ce sont des sérigraphies, mais c'est aussi les premiers robots à peindre. C'est l'idée qu'au fond, un artiste comme Andy Warhol, il travaille sur l'idée de l'image à l'ère de sa reproductibilité technique. Et aujourd'hui, on est à l'ère de sa reproductibilité électronique. C'est l'étape d'après.
Donc ça, c'était la première exposition que j'ai fait dans l'est de la France, à Belfort. Donc c'était un petit centre d'art. Et donc j'avais fait aussi à l'époque, on ne pouvait pas utiliser beaucoup j'utilisais la photo, je faisais des photographies d'écran, et donc on a des œuvres qui sont présentées comme des listings. Donc l'idée, c'est tout un travail déjà sur la variation. Et donc j'avais fait une installation avec une serre. La serre, comme je vous le disais, ça m'intéresse parce que c'est un espace artificiel. Ici, on travaille avec des images artificielles. Et au fond, c'est un peu la métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de fruits, de légumes, tout ça pousse de manière totalement artificielle. Et donc j'avais présenté une serre, une mini-serre, avec des plantes et des écrans. Et donc là, c'est un petit voyage sur cette vidéo qui est tout un travail sur la fragmentation, la décomposition. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est que en fait, on est entre le passage entre l'analogique, la vidéo et le numérique. Et donc c'est tous ces lieux, tous ces passages qui m'intéressent. Donc là, c'est un petit voyage comme ça, de manière fragmentée, sur cette idée de la serre comme espace de lumière. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'image, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui est derrière l'image. En fait, les images numériques, comme vous le savez, c'est des images algorithmiques, c'est des images hexadécimales. Et donc, je me suis intéressé à aller voir à l'intérieur de l'ordinateur pour montrer des œuvres qui sont que des images sur la codification de l'image. C'est comme un portrait de l'image, n'est-ce pas? Et j'ai commencé aussi à travailler beaucoup sur toujours cette variation, mais avec des œuvres sur l'univers binaire, donc l'univers des 0 et des 1. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui a été acquise par des collectionneurs qui sont les Durand-Ruel. Les Durand-Ruel, la famille Durand-Ruel, c'était les premiers à avoir soutenu Monet et Renoir. Et au fond, la famille a continué à poursuivre cette notion de collection à travers des artistes plus contemporains des années 60, 70. Et là, donc ils ont acquis cette œuvre qu'on le voit, ce paravent. Et en arrière-plan, il y a une une peinture de Rosenquist. Il y a une œuvre ici qu'on voit pas très bien, mais d'un artiste qui s'appelle Armand, qui est un artiste aussi des nouveaux réalistes. Il y a Paul Queux et il y a un autre artiste qui s'appelle Raymond Hins. Tout ça pour dire, au fond, ces artistes sont très révélateurs de la société de la consommation dans les années 60. Et moi, j'essayais déjà de parler, dans les années 80, de cette société du numérique, de cette société informatique. Bien sûr, la difficulté dans les années 80, c'était l'accessibilité aux ordinateurs. Les ordinateurs étaient très difficiles d'accès parce qu'en fait, ils étaient que dans les laboratoires, que dans dans les chaînes de télévision. Et donc, dès qu'on était en tant qu'artiste, il n'y avait pas dans les écoles d'art d'informatique. Donc, la difficulté, c'était l'accès à ces ordinateurs. Et donc, il a fallu au début que j'aille au CNRS et que je convainc des scientifiques de pouvoir me donner accès à ces outils. Et peu à peu, j'ai réussi à développer peu à peu cette écriture que je vous montre. Et à la fin des années 80, on a commencé à voir, comme vous le savez, la micro-informatique. Les premiers ordinateurs Apple, Amiga, de Commodore, etc. Et donc, à partir de là, j'ai pu créer mes propres œuvres, qui étaient des œuvres déjà, au départ, je parlais de photographie, de peinture, et ensuite de vidéo et de numérique. Alors que là, on commence à avoir des œuvres qui sont purement digitales. Donc, c'était les premières œuvres que j'ai développées en temps réel. Alors, il y avait un trackball, c'est-à-dire un moyen de faire des œuvres interactives. Donc il y avait différentes possibilités de variation, et donc ces œuvres s'appelaient Pensée numérique. Pensée en français, c'est à la fois le nom d'une fleur, et c'était une fleur qui pouvait déjà se transformer et se métamorphoser. Donc ça, c'est les premiers types de création qui datent des années 90 avec les premiers types d'ordinateurs. Et ensuite, à la fin, dans les années 80, je me suis aperçu que aussi les ordinateurs devenaient de plus en plus puissants
grâce aux jeux vidéo du reste. Et du coup, j'ai pensé qu'on pouvait développer de nouveaux types d'œuvres. Je me suis aperçu que les laboratoires commençaient à étudier et faire de la simulation de croissance de plantes, de voir comment des plantes pouvaient pousser dans des systèmes arides ou très humides. Et au fond, je me suis dit, mais je pourrais peut-être créer des plantes qui n'existent pas, mais qui sont calquées comme on pourrait le voir dans le rapport à la nature. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer un premier herbier qui s'appelle les surnatures ou ultra-nature. Et donc ce premier herbier est composé de 18 graines. Alors vous allez voir quelques-unes de ces graines. C'est des graines virtuelles, donc ils vont pousser, se développer, mourir. Et quand elles vont mourir, elles vont créer de nouvelles variations. Donc l'idée, c'est qu'on n'est plus dans une œuvre qui va être en boucle, mais on est dans une œuvre qui s'autogénère, dont il y a une partie que je maîtrise et une partie aléatoire. Donc voilà, ça c'est, je vous montre les différents exemples de ces graines virtuelles. Et donc ces graines virtuelles, on va les voir. Donc là, elles varient en couleur, en forme, etc. Et donc là, on voit ces premières œuvres. Alors bien sûr, c'est des petites vidéos, elles sont un peu à l'échelle de cet écran, elles sont un peu en basse définition, mais elles vous montrent déjà l'idée qu'on puisse avoir des œuvres comme ça et avec un rapport au vent qui leur donne une certaine vie. Voilà. Donc ces premières graines, elles ont fait l'objet d'installations sur des premiers écrans. Et puisque avant les écrans Nenjunpek, tout ça, utilisaient des gros écrans, il y avait des tubes cathodiques, c'était des écrans très très volumineux. Et ensuite, aujourd'hui, comme vous savez, les écrans sont devenus extra plats. Et donc, ce sont les nouvelles toiles possibles pour les œuvres. On en voit ici sur l'étage. Et donc aujourd'hui, il y a des collectionneurs qui achètent des graines virtuelles pour chez eux. Et à partir de ces graines virtuelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme un paysagiste, comme un jardinier en quelque sorte, je peux composer des jardins virtuels. Et ces jardins virtuels vont pousser, se développer, se transformer dans le rapport au temps. Au fond, on rejoint l'idée de ce qu'a développé Monet sur l'idée du temps au XIXe siècle. Au XIXe siècle, Monet voulait plus représenter la nature telle qu'on la voyait. Au fond, la photographie le faisait déjà beaucoup mieux. Et il s'est dit, au fond, ce que je vais faire, c'est de capter le rapport au temps, le rapport à la lumière. Et au fond, c'est ça l'idée de Monet, c'est non seulement de créer des œuvres qui vont travailler l'idée du temps avec les nymphéas, mais ensuite, je vais créer des œuvres qui vont être de grand format. C'est les nymphéas, c'est des œuvres où on rentre dans l'image, on est immergé dans l'image. Et là aussi, donc là, j'ai eu la chance de pouvoir faire, grâce à votre pays qui a aussi une ouverture d'esprit hors norme vers ces modes d'expression. C'est pas le cas de tout, même en Europe et en France. Et donc j'ai pu créer des œuvres comme ça qui sont à la fois génératives et interactives. Donc voilà. Donc j'ai une petite vidéo qui montre ça. Et donc, vous voyez, il y a des capteurs et selon qu'on se déplace, en fait, les personnes vont pouvoir interagir avec cet univers. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait des œuvres qui évoluent dans le temps, qui se transforment, qui ne reviennent pas à leur origine. Et pour partie, il y a une partie que je maîtrise et il y a une partie aléatoire. Et cet aléatoire va créer des variations à l'infini. Ça, c'est quelque chose qui ouvre des possibilités qu'il était impossible de créer avec les autres modes de création que sont la peinture, la photo, la vidéo. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la photo ou la peinture ou la vidéo, mais au fond, c'est ça qui fait la spécificité du digital. Et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant de créer une forme de vie artificielle par ce biais-là. Voilà, donc ça date de 2004, ça a 19 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le digital, c'est que on peut, comme vous le savez, avoir des œuvres sur un portable, des œuvres sur un écran, mais on peut aussi se développer à l'échelle de la géographie, à l'échelle de l'espace. Et ça, c'est aussi un des aspects que j'ai fait dès 2006, 2007. Donc ça, c'est une œuvre qui est la même que ce que vous avez vu, mais comme un jardinier ou un paysagiste, je peux composer des jardins différents en termes de colorimétrie, pardon. Et donc voilà, et donc ces œuvres vont évoluer, transformer, ce qui n'est pas le cas, je l'expliquerai ici, mais en fait voilà, l'idée c'est ça, c'est des œuvres qui évoluent avec le temps et se transforment. Alors,
Bon, ça, c'était la première génération des plantes, des graines virtuelles. J'ai créé ensuite une deuxième génération on est déjà en 2005, 2006. J'ai commencé à créer un autre herbier avec de nouvelles plantes virtuelles qui s'appellent les fractal flowers. Les fractal flowers, c'est intéressant parce que les fractales, c'est un mathématicien qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui est français du reste, et qui s'est intéressé aux fractales. Les fractales, c'est des structures qui au départ sont simples et qui créent des formes très complexes. Et les fractal flowers, donc là, on n'est plus dans des fleurs qui, c'est des fleurs qui ont la particularité de quand elles vont pousser et quand on va en mettre plusieurs ensemble, elles vont pouvoir muter les unes entre les autres. Et donc on va pouvoir avoir un herbier qui évolue au fur et à mesure avec le temps. Voilà, donc ces œuvres, ces fractal flowers, elles sont présentées de différentes manières. Elles sont présentées, ça peut être des œuvres fixes, donc qui sont représentatives du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on part d'un élément qui naît, qui peu à peu se grandit et qui ensuite dégénère. Donc il y a cette idée des cycles, bien sûr. Et donc souvent elles sont présentées comme ça. Ce sont des œuvres fixes, bien sûr, et donc ici on la voit dans un lieu qui est assez atypique à Paris, qui s'appelle le Musée de la Nature et de la Chasse, qui est un lieu, si vous avez l'occasion de venir à Paris, qui est un lieu assez extraordinaire, parce qu'il y a c'est un cabinet de curiosité assez étonnant. Alors ces fractal flowers, comme les surnatures, se présentent aussi sur des écrans, et elles vont pouvoir pousser, se développer, mourir et se transformer. Et si vous avez le temps, ici je vous invite à aller faire une visite d'un lieu où j'ai une très belle exposition qui s'appelle le Hara Art Center, qui est à Insadong, et où il y a justement au dernier étage, il y a toute une série d'œuvres autour des fractal flowers. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, il y a non seulement les écrans avec chacune, il y a 8 graines différentes, et ensuite vous verrez, je vous expliquerai, il y a aussi des sculptures qui matérialisent le virtuel, mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Alors j'ai aussi créé dans les fractal flowers, j'ai créé un livre qui s'appelle l'Herbarius. L'Herbarius, c'est un livre comme un vrai livre, c'est un grand livre de messe. Et en fait, quand vous tournez les pages, vous avez 12 graines virtuelles qui vont pousser, se développer, et vous avez un texte qui va expliquer les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas. Ce texte, il a été développé, c'est un générateur d'écriture. C'est quoi un générateur d'écriture? En fait, c'est un dictionnaire avec des structures de phrases matricielles, des verbes, des adjectifs, et en fait, l'ordinateur va puiser dans ce dictionnaire et va composer des textes. Mais pour créer ces textes aussi, je les nourris de différents herbiers, de différentes époques. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. C'est-à-dire, vous savez que ChatGPT, pour écrire, en fait, il est nourri de milliers de textes, de millions de textes. Et ensuite, l'ordinateur va pouvoir vous créer des textes. Alors, il y a des textes plus ou moins intelligents, plus ou moins savants. Bon, là, ce sont des textes surtout inspirés du monde des plantes. Donc, en fait, vous allez, ça va vous expliquer où est-ce que vous pouvez trouver ces plantes, souvent dans des lieux un peu improbables. Il va falloir aller sur la Lune pour les trouver, ou voilà. Mais elles vont vous donner l'amour pour toujours. Enfin, bon, des choses assez. C'est un peu comme un cadavre exquis, mais c'est un cadavre exquis qui est vous savez, dans les surréalistes, il y a eu cette notion de cadavre exquis. C'est quand même des textes assez intéressants. Alors, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais chaque fois que vous tournez la page ou que vous revenez, il y a un nouveau texte. Voilà. Ça a été inventé il y a 13 ans. Voilà. Donc avant que ChatGPT, bon maintenant ChatGPT est beaucoup plus puissant, hein, mais les idées sont là. C'est-à-dire aussi tout à l'heure je vous ai montré, j'ai oublié de vous quand je vous ai montré tout ce travail de variation des années 80. Aujourd'hui bien sûr vous avez un logiciel qui s'appelle Photoshop. Pour ceux qui connaissent un peu le graphisme, vous faites très facilement des variations. Mais ce qui est intéressant c'est ça, c'est au fond
de manière un peu intuitive, j'ai développé un certain nombre de choses qui devance aujourd'hui ce que la tech développe avec des moyens beaucoup plus conséquents. Voilà. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage l'Herbarius, c'est que en fait, il a été présenté au Louvre aussi dans une exposition l'année dernière sur la nature morte et les choses. Donc là aussi, ça veut dire que peu à peu, l'évolution des mœurs fait que peu à peu, même les conservateurs commencent à intégrer ce type de création dans des expositions beaucoup plus classiques comme le Louvre. Voilà. Voilà, donc on voit la plante pousser et on voit le texte apparaître. Et en fait, chaque fois que vous tournez la page, il y a le texte à l'heure à laquelle il a été écrit. Mais si vous ne faites pas de photos, ce texte disparaît et ne réapparaîtra plus, ou peut-être en variation, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, les fractal flowers, comme les surnatures, font l'objet aussi de jardins virtuels. Donc, ils vont pousser, se développer, mourir. Et donc, je peux les traiter en taille différente. Et ici, c'est à Lisbonne. Et donc, on a une petite vidéo qui montre cette installation. Et donc, quand je me déplace aussi, ces œuvres interagissent puisqu'elles sont créées de manière tridimensionnelle en 3D et donc elles évoluent comme ça à l'infini et quand elles meurent, elles deviennent comme des nuages et des clouds et elles disparaissent et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais, la mutation de ces plantes entre elles crée de nouvelles variations et du coup, je découvre au fur et à mesure des plantes que j'avais pas imaginées et donc tel un botaniste, je répertorie mes plantes et donc au fur et à mesure, ces plantes ont toutes des noms. Elle s'appelle la belladonna, mais la belladonna, vous savez que en italien c'est un poison. C'est toutes des fleurs du mal en hommage à notre cher poète qui a créé les fleurs du mal. Voilà, Baudelaire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, que on ne réalise pas toujours, c'est que dans les années 2000, que je dise pas de bêtises, 2008, est apparu beaucoup ce qu'on appelle les imprimantes 3D, les impressions 3D. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que avec les fractal flowers, je peux matérialiser quelque chose qui est virtuel. Et ça, c'est aussi parce que souvent les personnes me disent mais tu fais que des projets virtuels qui sont dans l'immatérialité. Ben non, aujourd'hui, on peut matérialiser, on peut donner une forme à quelque chose qui est immatériel. Et donc du coup, là, on reprend l'idée du cycle et donc on voit comme ça quelques pièces se présenter. Et donc ensuite, je fais des maquettes. Et ensuite, ces maquettes peuvent se développer à une plus grande échelle. Et c'est comme ça que j'ai été amené à créer une pièce qui est une grande fractal flower, qui est une fleur un peu rayonnante dans cet univers de palmiers en Martinique et qui est un parc de sculptures. Et voilà, donc c'est un peu une fleur exotique, mais qui vient du numérique. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes partent de la réalité pour scanner un personnage et aller vers l'immatériel. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de l'immatérialité pour aller vers la réalité ou la matérialité. Voilà, et donc cette fleur, la nuit, elle est comme ça, très rayonnante, mais elle est bien sûr, elle est figée dans sa conception. Alors, j'ai presque terminé. Outre le fait que j'ai développé beaucoup de choses autour de la nature d'artifice, j'ai voulu créer à Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire, c'est un lieu qui fait un festival des jardins, mais qui aussi invite de nombreux artistes qui utilisent des médiums très différents pour intervenir dans cette propriété. Et donc là, la conservatrice, je lui avais parlé de créer une œuvre qui s'appelle In-Out, Paradis artificiel. In-Out, Paradis artificiel, en fait, c'est un dôme qui est irisé, qui est un double dôme, mais qui est irisé un peu comme des gros scarabées et qui a été créé pour le parc. Et donc c'est une œuvre qui est une architecture et c'est une œuvre d'art totale. En fait, on va pouvoir
rentrer dans ce dôme et on va avoir une projection à 360 degrés à l'intérieur avec une musique générative d'un compositeur qui s'appelle Jacopo, donc une musique qui s'auto-transforme comme ces images. Et donc à l'intérieur, donc c'est comme un espace, si vous voulez, d'immersion et qui est à la fois relaxant et à la fois on est dans l'immersion de l'image. Comme Monet qui parlait de rentrer dans les tableaux, je vous disais tout à l'heure, et ben ici on a une architecture inspirée aussi de l'architecte ingénieur génial Buckminster Fuller. Et donc cette œuvre comme ça permet d'être complètement environné par l'image et le son. Alors voilà, c'est une petite vidéo qui montre ce dôme. Donc c'est irisé, ça change en couleur pendant la journée. C'est irisé parce que c'est des lasers qui ont rayé la matière plexiglas. Et voilà, on va rentrer dans cet espace. Alors je vous montre cette œuvre parce qu'en fait cette œuvre, elle préfigure ce que j'ai montré ici avec Métanature IA. Voilà, et donc c'est comme un univers un peu kaléidoscopique. Et là, cette nature, elle est un peu différente des fractal flowers, des surnatures, à savoir que c'est une banque de données que je crée et l'ordinateur va puiser dans cette banque de données en 2D et en 3D et va créer cette nature qui est recomposée. C'est une nature réinventée en quelque sorte. Voilà un petit aperçu de cette œuvre. Et donc pour terminer, donc en fait là je vais parler très succinctement et c'est fini. Donc le Métanature IA, donc qui est cette œuvre que le DDP Light Séoul me donne l'opportunité de créer ici sur ce bâtiment de Zaha Hadid. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il faut dire que ce bâtiment qu'a dessiné Zaha Hadid, outre le fait que c'est un bâtiment iconique, c'est quand même un bâtiment qui a été entièrement conçu grâce à des ordinateurs. C'est-à-dire, en dehors de son talent Zaha Hadid, je pense que le numérique a complètement modifié l'architecture et c'est ce qui permet aujourd'hui de créer des œuvres, des architectures de cette nature. Et ce qui est intéressant avec Métanature IA, c'est qu'au fond, je dirais que cette œuvre fait corps avec cette architecture, c'est-à-dire que cette architecture qui a un côté très organique, au fond, elle peut se développer sur ce bâtiment. Et voilà, et donc ceux qui l'ont pas vu, c'était inauguré hier soir, donc pourront le voir ce soir. Voilà. Alors juste un dernier point, c'est qu'effectivement je commence à utiliser l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, beaucoup de gens disent oh là là, c'est une catastrophe, c'est très dangereux l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est dangereux pour le domaine de la guerre, des armes. Oui, là, il y a vraiment des questions à se poser. Mais je pense que dans l'image, pour les artistes ont tout intérêt à s'emparer de cet outil. Moi, c'est pas pour faire l'apologie, mais je pense que c'est un véritable domaine de création. Et c'est comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez écrire ou de ce que vous voulez faire en termes d'image, en fait, vous savez, il y a un logiciel qui s'appelle DALL-E ou Midjourney. Donc, vous écrivez et un descriptif du contexte et ça va vous générer une image. Ou vous pouvez donner des images et à ce moment-là, l'ordinateur le Midjourney va vous créer des variations. Donc là, dans le cas de ce projet Métanature, en fait, je me suis inspiré de beaucoup d'éléments de la nature que j'ai interviewé, enfin j'ai pas interviewé, j'ai mis dans Midjourney et Midjourney m'a permis de créer une banque de données et cette banque de données, c'est ce qu'on voit qui est remixé et qui crée cette œuvre
monumentale parce qu'elle fait 200 mètres de long par 34 mètres de haut. Voilà. Merci en tout cas pour m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long et que mes explications étaient suffisamment compréhensibles. Mais je crois qu'il y aura des questions après. Voilà. 예, 저는 미구엘 슈발리에 작가님을 그 주변 사람들 설명할 때 그 19세기의 지혜를 소화해서 20세기의 기술적 한계를 극복해서 21세기의 새로운 미학을 만드시는 분이라고 정의를 하고 있는데 오늘 제가 직접 그 목소리를 들어서 너무 좋았고요. 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 어제는 굉장히 특별한 날이었어요. 잔디 사람방에 그 슈퍼 달이 떴잖아요. 슈퍼문 떴는데 더욱더 특별했던 거는 그 밑으로 북극광 오로라가 펼쳐졌습니다. 제가 죽기 전에 오로라를 꼭 봐야지 생각했는데 어제 봤고요. 오로라라고 하면은 프랑스 이 벽화에 동굴 벽화에 3만 년 전에 오로라가 기록됐을 수 있을 정도로 오로라는 것은 시대를 넘어서 항상 예술가들한테 영감의 원천이었습니다. 자, 제가 그 자리에서 많은 사람들이 아무리 큐레이터다 보니까 저거 어떻게 만든 거예요? 설명할 수 있었어요. 저 여기 왜 왔대요? 설명 못했습니다. 자, 왜 오로라가 북극광이 서울에 도착했는지 대나셔 선생님 모시고 직접 듣도록 하겠습니다. Hello, everyone. I just wanted to quickly start by saying a thank you for everyone that made it possible for Burleys to be here. That's one thing. And I really wanted to also say thank you for all of you to come here today. It's a real honor to be here. And then thirdly, to say thank you to all the people that we don't usually see, but that make all of this happen. So these are all the technicians and the 4 amazing translators that are there. So maybe we can give them a big round of applause. Thank you. I know it's a lot of work. My name is Dan Asher. I'm based in Geneva, Switzerland. I'm the father of 2 kids. One is 7, one is 15, in all the beauty of teenagehood, if you know what I mean. I'm an artivist. What does artivist mean? Artivist is someone that uses, it's the mix of the word artist and activist together, artivist. And the idea is to use art to create social change. So all of my work is about creating change and creating impact. So my work is about connection and engagement. So I use technology, sometimes you will see, to create emotions, to convey messages about the key issues of our time. And you will see in my presentation that the climate breakdown is really close to my heart. So the idea with my work is to trigger these emotions to reach people beyond the intellect. We will go through a small series of different projects that I've made, and we will start with this one called Europe is Burning. And there was a reaction to the massive fires that were happening around Europe. And the fires are still happening right now in Canada, in Greece, in Southern Europe, and other parts of the world. And so that was last year, and this was made really quickly in just a few days, because the COP27, so the conference on the climate from the UN, was starting, and I wasn't there. I'm feeling really frustrated because I had been there the 2 years before with different installations. So this is a project about systems breakdown, about the forest fires. So it's one example of using technology to trigger these emotions and to bring these emotions and this understanding that a climate change and climate breakdown is not a distant reality. It's something happening right here at home. So basically, you can see it here, and I will show you a short video. Basically, I virtually set fire
to some trees that are really important to the Geneva people. So this installation was really quickly made, was unannounced and completely illegal, but it was really important for me to be able to do it and do it quickly. This is particularly emotional because this is a really important place for the people of Geneva, and this is a place where I go every day with my kids, and this is where I go to eat with my elderly parents, really to bring the message home. So this is using technology, but I don't actually put technology forward. I don't make it a feature of my work. It's just a means for me to transmit the message and actually do a lot of projects that are no tech, quite the opposite. So I'm going to tell you about another project that has no tech, but is linked to this one and to some, the basic elements, which is again, using fire. And so this project, I'm going to go really quickly because I can speak forever about it. It's called Secrets. So this installation is made of 7 letters that spell the word secrets. They're made of wood, they're 3.5 meters high. And basically, we invite people to walk into the circle and to free themselves of their secrets. So you can either come and free yourself of a secret, or you can be a witness of the humanity that surrounds you all the time. And all these secrets can be read by anyone. The only thing they have to do is the secrets have to be anonymous. Over 5 days, they are gathered, and there's more and more and more secrets. 25,000 people came over the 5 days to free themselves of secrets or to read the secrets of others. And then on the last day, we all come together, we reunite all the secrets, and we conduct a kind of a new city ritual. And then at nightfall, we all come together and we set the whole installation on fire. So this project is, again, it's this new ritual, but it's about recreating a sense of a shared humanity. I believe that this is one of the most important things today, this sense of shared humanity, of a shared future. And I believe this is the only way we will be able to face the challenges that we face together as a species on this planet. Jumping back to technology. This project is called We Are Watching. Wow. So We Are Watching is a giant flag. It's the size of a 10-story building. And on this giant flag, there's a giant eye. And this eye is made of thousands and thousands of portraits that people have sent me from every single country in the world. This flag, I get it to fly in front of buildings where key decisions are taken for about our future on this planet. So this one went to the COP25 and the COP26, so Madrid and Glasgow. And it's to be flown there, and so that for politicians have the eyes of the world upon them with a really clear message that our future on this planet depends on you, and the eyes of the world are upon you. So, again, monumental eye, 30 meters wide, made up of thousands of portraits from 190 countries.
This is in Geneva, and it's really interesting because it actually flies above the buildings, so it can be seen from all over the country. Then I will tell you how to get there and how to use technology to get there. So basically, it started with a media campaign and social media campaign to get all these faces from every single country in the world. That was a real mission. So it started like this on Instagram, for example. So I had a month and a half to gather all these messages, and we got 14,000 of them. And this is the website that we created especially for it. So you can see that basically you can come and you just press a button to take a photo of yourself directly on your phone, and then it's processed. There's a whole technical aspect. But there is also the flag, which you can navigate and zoom in and see every single face that was sent with the message addressed to the global leaders from all over the world. And then there was the question of making the flag with all these faces. And you have to understand that this flag is so huge, so to be able to create the image with the 14,000 portraits with the messages, I had to sneak in the Swiss National Technical Institute at night to be able to run their supercomputers for 4 hours to actually be able to produce this image. So the flag arrived at the COP25 in Madrid. Here there's a 500,000 people march. It was carried by the people. Something that I really didn't see at first. I mean, it got to fly there as well, but something that I really didn't think at first was the impact of seeing it from underneath, because I always thought about the flag being seen from the distance, but actually having the face of the people right above you was really powerful. Then the flag was also taken within the COP25 building, and it was used as a background, as a backdrop for TV interviews, really powerful background as well. So that was for the COP25 in Madrid, and then it did a UK tour of the different cities, and it started here in Greenwich, in London, to finally make it all the way to Glasgow. And this is in Edinburgh, in front of the Scottish Parliament. Other things happened with this project. People started to use the project and reach out to us. So this is the Asian Farmer Association, which is 7 countries in Asia, and used the platform, the message, to carry on and, get the message across both locally and internationally. Another thing happened is that the We Are Watching project was able to seed a new meme, which is the meme of the eye watching the politicians, and it got carried over typically by the activists of Fridays for Future here that we see at the COP25 at the entrance of the building. And so this is still going on. But now we're here to speak about Borealis, which I hope you will all get to see tonight. I think tonight is going to be a really good time to see it. The weather is just perfect. And so with Borealis, again, I use digital technology to recreate nature. It's just like Secrets. It has at its basis the use of emotion to bring people together of all background, beyond the differences, whatever your age, your social status, your political views, your sexual orientation, all this is put to the side, and we're just here basking in this common humanity. And about Borealis, it's this sense of belonging to something that is bigger than us, this sense of awe, something that unites us. But at the same time, it's about recreating something natural, but that shouldn't be here. So this is a video of the premiere that was 5 years ago. And you will see that it has changed quite a bit since.
So ever since that really cold night in November in Switzerland, raining, the installation has traveled to 39 cities around the world now, and now it's here in Seoul, so thank you so much for this. Something interesting is that even though it's traveled all over this place, says the same universal emotions are triggered. There's wonder, there's awe, people slow down, the eyes look up, and there's a type of calmness descending upon us. It went everywhere. This is in Marseille. This is in London, above the Tower of London. This is in front of the Hôtel de Ville in Paris. This is in Helsinki. I was surprised they wanted me to do it there because they do have the Northern Lights in Finland, but actually they don't see it in the city. There's too much light pollution and they have to travel 400 kilometers up north to actually see them. So this is in the Helsinki Olympic Stadium. And this is in Adelaide, a city in Australia, above a pond, which made some really beautiful reflection. Another interesting point about Borealis is basically what I can do is I can create the right situation for it to happen. But then that nature does its thing. That means that I can just create a situation, but then the wind, humidity, and temperature makes it changing all the time. And then the environment, like here in Seoul, makes it different every single time. So here there's this tension, basically, where, again, we invite people to come and see something beautiful, to sense this sense of awe, this sense of expansion. But at the same time, there's this question, why are the aurora borealis here? They shouldn't be here. And it's man-made, and it's technology. And then the question arises, is technology going to be able to replace everything we need from nature? So this is a short text from Ashoka. Ashoka is an international organization of social change makers, and I'm a fellow of Ashoka. This is a climate initiative. And it says we need to move from seeing humanity as separate from or superior to nature, and to recognize the interconnectedness that means we are, in fact, nature. So as part of this, we need to understand time scales in natural terms, fighting the short-termisms that we are programmed to prioritize. We need to understand our own lifespan as being part of a connected whole. And I believe that art can and must help to bring this change. And I will finish this presentation with this new project that I'm working on. So it's the first time I'm speaking about it publicly. And Miguel, I'm really happy that you finished with the dome, because this is going to be a dome as well. And just before that, I'd like to invite you to all take a really deep breath. So like a long breath in and a long breath out. That feels good. So this project is called Breathe. And so Breathe is a 15-meter wide rising sphere, and it's pulsing with a slow rhythmic light, inviting us to breathe together in unison, following the rhythm of the light coming from the sphere. It's a gentle and steady guide to help us slow down from our hectic lives and all the noise that is part of our daily lives, and feel connected again and connect with each other through our core, which is this breathing, to connect both locally and globally. So the installations gather people and passers-by around the installation and this source of light, and invites them to first simply notice their breathing, notice how shallow our breathing is, and to bring focus to it and start to
slow down our breathing, and deepen it in sync with the pulse from the structure. In parallel, there will be a website with the same synced rhythm where anyone, friends, family, strangers, are able and invited to breathe together in unison, synchronized. It's like a global metronome that we can tune into from around the world. And then it's going to start traveling also to very remote places to show the breathing of the earth, the pulse of the earth, and to locations around the world to again unite us. And the dream which we're working on is to have actually traveling it to different places of the world, but then to have it in 6 cities, breathing, synchronized at the same time. This is it for me for today. I really thank you for listening. And I'm really glad to be here in Seoul, and I'm really looking forward to discover all the amazing art that you guys are making as well. Thank you. 우리 인간은 우리보다 거대한 걸 만나면은 경외감을 느끼고 우리가 얼만큼 겸손해야 되는지 깨닫는 것 같은데요. 인류의 역사보다 지구의 나이를 45억 년이 넘었다는 이야기를 하는데 그것도 추측일 뿐이죠. 저 어저께 잔디밭에서 아이와 엄마와 하늘을 보면서 이야기하는 모습을 봤습니다. 모든 사람들이 똑같이 하늘을 봤어요. 지금 오늘날 사람들이 출신이 어디다, 국가가 어디다는 이야기를 하고 있고 우리 모두 인류라는 공통 분모를 잇고 있는 것 같아요. 그래서 한순간이라도 그 짧은 순간이었지만 지구의 시간을, 그 거대한 시간을 상상하면서 우리의 위치를, 우리의 좌표를 다시 한번 잡아보는 그런 영감을 주셔서 너무 감사드리고요. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 제가 사실 두 분을 좀 알고 있다고 생각했지만 오늘 2시간 동안 그 강연을 들으면서 계속해서 질문을 바꿀 수밖에 없었습니다. 그래서 먼저 공통 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은요. 우리가 디지털 네이처라는 표현은 일종의 모순어법처럼 보이는데요. 디지털이 인간 기술 문명의 한 형태라면은 네이처는 그 대척점에서 인간의 손을 타지 않은 자연 그대로의 상태를 의미합니다. 그러나 두 작가님의 작품은 멀게만 느껴졌던 자연을 친근하게 만드는 마술을 보여주고 있습니다. 0과 1로 모든 것을 연산해버리는 디지털 테크놀로지는 오늘날 세상을 인간미가 희미해진 기술 풍경으로 정의하고 있습니다. 그러나 우리 인간은 0과 1이라는 이진법으로 설명될 수 없다는 사실을 우리 모두 알고 있습니다. 인간과 자연, 현재와 미래에 대한 통찰력을 보여준 두 작가님들께 여쭙겠습니다. 작게는 디지털과 인간성 사이의 간극, 더 크게는 디지털과 자연 사이의 간극을 좁혀 끊어진 자연에 대한 공감 능력을 회복하는 것이 왜 이 시점 중요한 것인지, 그리고 그런 관점에서 앞으로 미래 디지털 네이처를 두 작가님들께서 어떻게 정의하고 계신지 여쭙니다. Oui, alors pour cette question qui est assez complexe, en fait, moi, vous avez compris, je m'intéresse à la nature pour essayer de créer des œuvres qui sont à la fois un ode à la nature, c'est une ode à la nature, c'est un hommage à la nature, bien sûr, que j'essaie de rendre, parce qu'elle est d'une grande richesse, et au fond, j'essaie de la transposer à partir des outils d'aujourd'hui pour parler du monde qui est le nôtre. Et au fond, ce qui m'intéresse aussi dans les Fractal Flowers, c'est finalement dans ces univers de complexité, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut faire en sorte que, à un moment donné, on peut générer de nouvelles variations de plantes
qui peut-être aussi vont être amenés à muter comme on le voit dans la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est à la fois un aspect qui est bien sûr assez troublant, mais je crois que ce qui est intéressant dans l'art, c'est aussi l'expérimentation de ce qui peut créer des œuvres de nature émotionnelle. Et donc la nature est une façon de transposer avec ma sensibilité un monde qui est en mutation. Donc je ne sais pas si je suis très clair. mais c'est en tout cas, je pense que ce travail sur le rapport à la nature, il est récurrent dans l'histoire de l'art en général, du paysage et de la transcription de ce paysage. Mais au fond, ce qui, moi, m'importe, c'est comment on peut aujourd'hui créer un monde qui se transforme et qui est comme une espèce de vie artificielle dont il y a une partie que je maîtrise et il y a une partie aléatoire. Et cet aléatoire va créer de la surprise, va créer un univers un peu comme la vie, c'est-à-dire il y a des éléments qui vont nous surprendre et c'est en travaillant ce domaine de la générativité qu'il y a un véritable champ qui va nous relier peut-être à la nature en tant que telle. Bon, Dan, je te laisse la parole. I believe that we really have to start already to think and understand that nature, a good part of nature has already been manipulated by humans. The food that we eat is not something that we used to find in nature, it has been transformed, selected so that we get to this point today. So nature and technology has already connected for many centuries to get to this point. And nowadays we talk more and more about geoengineering because we see that we've maybe have gone too far already with our use of the resources of this planet. And the climate is changing, so we say, oh, maybe we should, use geoengineering to try to control the climate and, get temperatures down or trigger rain when it's needed. So nature and technology have already met nowadays, today. But then my view is that we have to understand, as it was written here, our connection to nature. We have to stop believing that we are separate from nature. We are nature. We are part of a global unity. And until we understand this connection, this unity, we will keep, using the resources and abusing this planet and potentially bringing us to the verge of really, really great danger. 지금 주신 답변에 조금 연결해서 좀 질문을 이어서 댄 선생님께 그 질문을 드리면은 우리 그 보레알리스 북극광 작품을 정말 30여 개 국가 이상에서 펼쳤는데 문화권과 뭐 기후 환경, 자연 환경 여러 다른 그 맥락에서 펼쳐졌을 텐데요. 그 혹시 문화권이나 아니면은 어떤 기후권이나 이런 거에 따라서 사람들의 독특이한 반응이 있을 것 같긴 하거든요. 그런 게 있었나요? 반응이 똑같았을까요? 좀 다른 부분이 있었을까요? The response was surprisingly very united, very universal. And I think it's because, again, it's supposed to be something natural that is bigger than us. And when there's this sense of feeling really small compared to something really much bigger than us, there's this humility that arises. And there's this feeling of awe and expansion. So that was a surprise to me. But this installation was able to, connect at that level that is beyond the mental and it's just pure emotions. And we are connected through these emotions. 다시 두 분 공통 질문 드리겠는데요. 사실은 이제 그 미겔 슈발리에 선생님 발표를 들으면서 더 좀 확실해진 거는 20세기에는 기술의 진보, 기술의 발전 속도가 작가님들의 상상력의 속도, 상상력의 어떤 사이즈에 비해서 뒤처졌습니다. 인간의 상상력이 더 빨랐죠. 네. 그게 이제
그 슈발리 선생님 발표에서 확연하게 드러났는데 현재는 AI다, 웹 3.0이다 라는 21세기 테크놀로지는 인간의 상상력, 작가의 상상력의 속도와 규모를 앞지르고 있는 특이점을 경험하고 있습니다. 그래서 그 결과 그 인문학적인 상상력의 부재가 문제가 되고 있습니다. 기술의 부재가 아니고요. 또 다른 어떤 딜레마일 텐데 지난 반세기 동안 두 분 다 아트 앤 테크놀로지 분야에서 선두적인 작업을 해오고 계십니다. 그랬을 때 사실 이제 많은 여기 후배 작가분들께 드리는 또 미래 세대에 던지는 그런 조언일 수도 있고요. 어떻게 보면 대안일 수도 있을 텐데 오늘날 인문학적인 상상력의 부재를 타개하기 위해서 우리는 어떤 태도와 무엇을 관철하고 어떤 철학적인 해법이 있을지 조언 부탁드리겠습니다. 슈발리 선생님 먼저 말씀 주실까요? Personnellement, bon, je pense que la technologie, au fond, même l'intelligence artificielle, si on n'a pas d'idée, on ne génère pas de création. C'est-à-dire, au fond, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de tout ce que les êtres ont donné en termes d'images et de la même manière que les textes. Donc ceux qui les ont écrits, c'est les êtres humains. Donc si on n'a pas écrit de choses intéressantes, on va avoir des choses totalement inintéressantes. Donc ce qui est en fait intéressant avec moi, je trouve, dans l'intelligence artificielle et dans cette puissance de calcul qu'a les ordinateurs, c'est de créer des mélanges et de créer des nouveaux champs de recherche qui vont pas aviler notre imaginaire, mais au contraire l'enrichir. Moi, je suis convaincu que si les jeunes artistes si vous voulez, ça va pas pallier cette intelligence artificielle ne pallie pas à l'imagination. Si on n'a pas si on ne sait pas ce qu'on veut en faire, on obtient des résultats très médiocres. Et souvent, justement, quand on regarde, on voit quelqu'un qui a décrit, je sais pas, un ours qui fait du patin à roulette. Bon, mais c'est très déceptif. Enfin, je trouve que c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir, enfin, dans mon cas, je sais pas, et pour des jeunes artistes, c'est comment, à partir d'une écriture qu'ils développent, ils vont soumettre à l'ordinateur des possibilités que eux-mêmes ils n'avaient pas imaginées. Donc en fait, ça va être une capacité à enrichir leurs connaissances pour elles-mêmes développer des aspects inédits qu'ils n'auraient pas imaginés. Enfin, pour moi, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est en aidant l'ordinateur à aller dans des voies, des directions, mais il faut encore qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut, vers où on veut aller. Alors, on peut aller de temps en temps un peu comme ça à l'aveuglette, mais ce qui est intéressant, c'est quand même se donner un but. Et dans ce but, si on se donne ce but, à un moment donné, on peut arriver à un résultat. Je ne sais pas si je suis très clair. So, I agree with Miguel. I've been using different of these tools as well, and again, you know, if you don't have too much imagination, then okay, you generate images, you generate text, but it gets pretty boring really fast. And I think there was like a huge rise of interest in ChatGPT 4 and 3.5 when it came out, and we can see that actually that the public interest is really going down again because okay, oh yeah, I can do this, but now what? So for artists, I believe that we have to keep up with these technologies and we can use them and we have to use them in a good way to reach more people and to get our messages across. But I wanted to tell you about one of my own experience with it, where I was brainstorming a new project and I was using prompt to generate images to see, what the AI would come up with. And something really strange started to happen. So it came up with different ideas, different ways of showing me renders of what I could do. And after a while, I was thinking like, oh my God, there's something shifting here where instead of me going, whoa, I have this idea and this can help me, I was feeling like now I'm actually trying to think
how I could realize what the AI is proposing me to do. And that was a really strange thought. Nowadays, I still use AI just to brainstorm ideas, but I still really feel this thing where the artist, the person with its own thought, is able to go through the different ideas, and there's a feeling that comes up where it goes like, oh, there is something here to dig and to go deeper, to make something emerge. So AI as itself, at the moment, is not enough. But then it changes so fast that we can't say what's going to happen in the next few years. AI 관련해서 좀만 더 질문 좀 드리면은, 사실 그 AI 알고리즘이 인간이 컨트롤 바깥에서 인간보다 더 스마트해진 특이점이 이제 문제인 것 같은데요. 앞서 제가 들으신 질문은 작품에 대한 컨텐츠를 컨트롤할 수 있는 영역이 있을 거고 컨트롤하지 못하는 랜덤니스가 발생하는 순간이 있을 것 같은데 점차 컨트롤할 수 있는 영역보다 이 랜덤의 영역이 점점 커질 거라고 예상을 합니다. 예, 큐레이터로 봤을 때. 그리고 그 기술적인 측면뿐만 아니고 사회적인 측면에서 관객의 참여가 더 많아지고 특히 우리 대나셔 작가님 같은 경우에는 다국적인 관객들의 참여에 의해서 완성되고 그들의 반응에 의해서 완성된 스토리가 만들어지는 거기 때문에 제 질문은 작가로서 기술이 발전되고 또 디지털 테크놀로지의 본질은 연결성이기 때문에 연결하면서 개인의 개성을 부각시키는 그런 테크놀로지이기 때문에 이런 기술적 맥락 속에서 작가로서 컨트롤할 수 있는 영역과 그 랜덤 영역에서 현명하게 균형을 잡는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 이 부분에서 어떻게 생각하실까요? Bon, je pense que d'abord, les ordinateurs, ils n'ont pas la conscience. Donc déjà, à partir du moment où on n'a pas la conscience, à partir du moment où l'ordinateur, on lui soumet une image, il la décrit plus ou moins bien, mais il n'a pas la capacité je veux dire, ce qui fait la richesse, moi, quand je utilise ces logiciels, c'est de télescoper des idées que l'ordinateur peut pas avoir, parce que il n'a pas la connaissance de l'histoire de l'art, ou il n'a pas la connaissance de certains aspects. Donc, c'est une aide qui va permettre d'aller plus vite sur certains aspects, mais qui fait que il n'y a pas la fantaisie, il n'y a pas ce qui fait la richesse. Je pense que les ordinateurs sont qu'au début ne peuvent pas, en tout cas, dépasser notre cerveau. C'est mon sentiment que les cerveaux humains ont vraiment une capacité de jongler que l'ordinateur ne peut pas. Alors, il a une capacité plus rapide, certes, à calculer, il a une rapidité plus certes, à assembler, à mélanger, mais c'est comme quelque chose il faut l'aider à aller plus loin, sinon il ne nous donne qu'un résultat qui ne peut pas être de nature à créer l'œuvre en soi. Voilà. Une œuvre aussi au sens qui nous. Je pense que c'est vraiment quelque chose c'est un outil. Alors cet outil, il a plus de capacité, bien sûr, que que quelqu'un qui travaille avec des moyens plus traditionnels. Mais s'il n'a pas l'idée, ça reste quand même très, très en deçà de ce qu'on peut attendre de lui. So I have a slightly different view. So we're talking about a future, a possibility of synchronicity, of AGI, so artificial general intelligence, when computers become conscious or computers become much more exponentially more intelligent than humans. And when you speak with experts, they don't say whether it's going to happen, they say when it's going to happen. And some people say it will be in the coming years, maybe 10 years, 20 years, but they don't really go further, maybe 30 or 40 years, but actually a lot of them say that it's going to happen. So then what happens, where there's potentially an entity or entities that are so much more
intelligent than you. So, for example, when an ant is looking at us, trying to understand us, there's no way it can understand us. Nothing the same way about a computer that is so much more intelligent than you, that you can't understand how it comes up with its thinking. So, is it consciousness or not? That's a question, but these things are potentially going to happen very soon. So the question of control is paramount, and I think it's right now that it should happen, and that this discussion should be happening. And then about the artists, I think the artist, is a way of seeing the world that is really, really important, and I believe that artists should be part of this discussion. 제가 그 개별 질문도 좀 준비를 했는데요. 우리 먼저 슈발리에 작가님한테 질문 드리겠습니다. 저 선생님께서 처음부터 이 캔버스의 사각형의 캔버스에서 벗어나고 그 다음에 와이큐브 갤러리 스페이스 벗어나서 거대한 작업을 공공성이 굉장히 높은 작업을 해오시는 걸 보고 제 팬이 됐는데 그 유년 시절 이야기를 좀 듣고 싶어요. 선생님께서 쓰시는 그런 컬러라든가 규모라든가 스케일에 있어서 그 문화적인 경험들 또 작가와의 인터랙션에서 어떤 그 기억이 지금의 우리 슈발레 작가 선생님을 만들었는지 듣고 싶습니다. 멕시코 시절 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. Oui, en fait, bon, la vie, on n'est pas de rien, bon, mais il se trouve que, bon, j'ai une partie de je suis né au Mexique de parents français, mais j'ai beaucoup été influencé par ce qu'on appelle l'art muraliste. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'art muraliste, c'est des artistes comme Diego Rivera, Siqueiros. Ce sont des artistes qui ont été aussi à l'avant-garde du cubisme, donc au début des années 1910, et ensuite qui sont revenus dans leur pays avec aussi tout cet acquis des avant-gardes, mais qui ont développé un travail qui est intéressant dans la mesure où il m'a influencé, c'est-à-dire qu'ils sont développés des œuvres sur les murs, des grandes fresques. Et ces grandes fresques, au fond, c'était l'idée de sortir du rapport du musée pour se développer à l'échelle d'un espace public. Et je trouve que le DDP, en me donnant la possibilité de créer cette œuvre ici sur ce bâtiment, c'est aussi cette forme de démocratisation de l'art qui permet que le digital aussi peut se développer à des échelles hors normes. Alors, bon, moi, j'ai aussi le Mexique, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un pays où on aime la couleur, les bâtiments sont très colorés, et donc du coup, ce jeu de la couleur, effectivement, je le retranscris avec ma sensibilité. Et le fait d'utiliser un ordinateur, on travaille avec la lumière, et donc c'est un variateur de lumière, et donc on peut jouer de ces colorimétries qui en font du coup la richesse. Voilà. Donc c'est finalement les voyages et cette notion de développer des œuvres à l'échelle urbaine qui m'a aussi, de ces muralistes qui m'ont donné cette idée de développer ce type de création. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans le digital, c'est qu'on peut développer des œuvres sur des lieux patrimoniaux. C'est-à-dire, j'ai été amené à développer à la King College Chapel avec Stephen Hawkins un projet dans un lieu qui est une chapelle gothique. Ce qui est intéressant, c'est que un peu tout à l'heure, je vous parlais de l'intérêt que j'avais à faire ce projet sur le bâtiment de Zaha Hadid, qui est un bâtiment très high-tech. Mais au fond, si on regarde l'art gothique et l'art gothique flamboyant, c'était aussi le high-tech de la pierre au XVe siècle, au XIVe siècle. On a inventé l'arc d'ogive, et l'arc d'ogive avec les arcs-boutants, on permet de créer
des espaces de très grande taille. Et c'est comme ça que je trouve aussi que la technologie peut aussi faire corps avec des bâtiments et se développer dans des contextes qui, du coup, fait que ça transforme un bâtiment. Et si on éteint le projecteur, il n'y a plus rien, on retrouve l'espace de l'architecture en tant que telle. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec le digital, c'est comment ce digital peut transformer un espace et le métamorphoser et ensuite revenir tel qu'il est. Donc il y a cette espèce de magie aussi que je crois qui fait la caractéristique de cet art digital. 그 슈발리 선생님께 좀 연결해서 질문 좀 드리면은 아까 이제 만화경 같은 풍경도 봤고요. 그리고 지금 태양 빛이 굉장히 중요하기 때문에 아마 그 아랍에서의 이슬람 문화권에서 경험도 중요했을 것 같고, 그리고 우리 벅미스터 플로라는 미래지향적인 모듈형 도움을 만든 건축가의 작품을 보면서 이게 이제 언어적으로다가 그 건축이 DDP 이 공간도 마찬가지인데요. 이제 디지털 미학을 보여주고 있는 작업인 것 같고요. 그렇다면은 좀 더 말씀을 드리면은 그 기술이 발전하면서 컴퓨터가 발전하면서 결국은 아날로그의 감성을 극복하려는 것이 디지털 컴퓨터 테크놀로지의 최종 목적지라고 했을 때 지금 작가님께서는 디지털 미학을 현실 세계로 끌어오는 메타버스 공간을 물질화시킨 작업을 해오고 계십니다. 그 관점으로 봤을 때 향후의 기술 발전 속에서 디지털 미학이라는 것이 저희가 건축에서도 펼쳐질 수도 있고 또 기술의 발전에서도 펼쳐질 수 있을 것 같은데요. 21세기 디지털 미학은 굉장히 어려운 질문일 수 있겠으나 어떤 방향으로 예상하고 계실까요? L'esthétique numérique, dans sa matérialisation, par exemple, moi je commence à utiliser aussi beaucoup de matériaux qui sont recyclés. Il y a aussi cet aspect qui m'intéresse, c'est que dans le numérique, on peut, je veux dire aujourd'hui, on peut matérialiser, je l'ai expliqué très sommairement, mais aujourd'hui, on peut utiliser des nouveaux systèmes qui permettent par exemple, d'utiliser des matières qui sont liées au recyclage des filets de pêche. Donc ça, c'est aussi un axe de recherche qui m'intéresse aujourd'hui, par rapport au problème écologique que ça en génère, comment on peut créer des œuvres qui elles-mêmes reprennent des éléments qui sont recyclés. Et ça, c'est un des aspects peut-être aussi qui m'intéresse dans la matérialisation et dans une nouvelle forme d'esthétique qui elle-même crée aussi des formes qu'il est impossible de créer manuellement. C'est ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire le fait machine permet aujourd'hui de développer cette esthétique qui est un peu différente du fait manuel. Dan, tu matérialises pas les œuvres. Tu es dans l'immatérialité totale. 대나셔 작가님께 질문 드리겠습니다. 한국에는 강 건너 불구경한다는 이야기가 있어요. 강 건너 불구경한다. 세상에 비극이 벌어지고 아픔이 벌어져도 나랑 상관없으면은 사람들은 슬퍼하지 않는다는 얘기거든요. 미디어가 발전하면서 우리는 매일매일 비극적인 소식을 접합니다. 근데 그것이 더 이상 사람들을 아프게 하지 않아요. 정보의 과잉으로 인해서 우리는 무감각해지고 있습니다. 그런 측면에서 전 유럽 이즈 버닝이라는 작품이 굉장히 쇼킹하고 굉장히 시의적절한 작품이라고 생각이 되고 감동을 받았는데요. 이 작품은 유럽에서만 있을 것이 아니고 코리아 이즈 버닝, 아시아 이즈 버닝 글로벌로 확장해야 될 것 같고요. 그렇다면은 이 유럽 이즈 버닝이라는 이 컨셉의 작업을 다른 국가로 글로벌 스케일로 확장하실 계획이 있으시다면 앞으로 어떠한 크리테리아를 가지고선 장소를 정해야 되는 것인지 여쭙니다. So for me, Europe is Burning was quite special because it was a personal reaction to a situation happening
in Europe with the COP27 happening at that time in Egypt. So when I did it, there was no thought behind it. There was like, okay, I just want to do it, and I feel like the need to do it, and we did this project in 4 days. So I do believe that this project could and should be happening anywhere around the world, but I don't have to do it myself, and I don't need to do it myself, and I invite anyone here in this room and anywhere else to take over this project and do it themselves. Totally open source it. I mean, it's fairly easy, and I think open source is the future as well, and it's the best way to spread ideas. And again, like I wouldn't have, enough people working for me to be able to do it everywhere where this would be needed. So anyone in the room wanting to do it, please go ahead. 선생님께 조금 더 질문 좀 드리면은, 사실은 이제 미디어 아티스트 또 기술을 또 활용하신 작가님들의 작업은 기술적인 장벽으로 인해서 참여가 좀 어려운 경우가 있는데, 우리 댄 아셔 선생님은 어떠한 기술적인 장벽도 보이지 않아서 놀랍고요. 그래서 우리 We Are Watching이라는 작업 같은 경우에는 190개 국가에서 정말 어마어마한 사람들이 참여를 한 걸로 알고 있습니다. 이 190개 국가를 UN 국가 생각하시면서 선정하신 건 의도적으로 190개 국가를 확장하신 건가요? So it was a conscious decision to get every single country onto the flag. There was a huge mission. I had a month and a half to do it. And what you have to understand is that when a COP is coming up, this is a conference of the parties, UN, for the climate, there's so much noise happening because every single organization is trying to push their own project, and every single project is really, really good. And so why should we participate in this project more than this one? And then, so it was like a crazy project to get all these faces. So it was like 24/7, 24 hours a day. So I had a team of 23 people around the world at different time zones to go and to reach out to local organizations to get them to spread it out. But then again, the noise was so big that, okay, we think, okay, if Amnesty International shares it and they have like 1.6 million followers on Instagram, then it's done, it's happening. And they do. And you see 80 people joining in, and then it dies out. And you go, what? And then you go, okay, if Greenpeace International shares it, then we're good. This is it. If Fridays for Future International shares it, and you can see on the website, the numbers going up and then just dying, and there's like 30 people liking the post, and you go, how come? And again, going back to what you were saying before, the noise, the quantity of information that we are assaulted with every single day. And so that's why now I'm turning myself to projects that are more about also mental health, like Secrets, to go within. And this project called Breathe, about slowing down. I think we need to slow down. I think we need to take the time to meet and to connect in person and to truly connect at a deeper level, not, just socially, blah, 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 how are you doing today? How do we connect at the deepest level? So this is where my work is taking me. Thank you. Amazing. 제 마지막 질문은 슈발리에 선생님께 드리겠습니다. 제가 사실 슈발리에 선생님을 청계천으로 붙게 될 때 선생님 작업을 꼭 호스트하고 싶었었는데 안 됐어요. 안타깝게도. 그때 청계천이 생태적으로 다시 복원되는 거기 때문에 그때부터 생태적인 관심이 많다 보니까 선생님 작업이 그런 부분들을 명확하게 보여줄 수 있는 작업을 생각했었는데 당시 너무 장비가 비싸서 못했지만 이제라도 만나 뵙게서 너무 다행인데 선생님께 드리고 싶은 질문이 아마 메시지가 있을 것 같아서 질문 좀 드리면요. 이 프랙탈 플라워 시리즈 보면은 얘가 성장을 합니다. 그러다가 갑자기 또 이렇게 뮤테이션을 겪어요. 그러니까 뮤테이션이라는 것은 외부의 생태적인 환경이 바뀌었을 때 이 뮤테이션이 발생을 할 것 같아요. 근데 이런 것들이 직관적으로다가 봤을 때 지금 오늘날 현실 또 미래에도 악화될 지구 환경 현실들을
대한 경각심, 경고를 주는 것이 아닐까 하는 생각이 들거든요. 선생님께서 왜 이 뮤테이션이라는 요소를 성장에다가 더 이렇게 인서트 하셨는지 궁금합니다. Ce qui est intéressant dans l'idée de mutation, c'est que à la fois elle hybride les formes, elle génère de nouvelles formes, et je crois que ce qui est intéressant, enfin pour moi en tant qu'artiste, c'est comment on peut mettre des ingrédients et faire que ces ingrédients à un moment donné nous donnent d'autres un nouvel imaginaire qu'il n'était pas possible d'envisager parce que j'avais pas les éléments intrinsèques. Donc en fait, je suis comment dirais-je, je suis quelqu'un qui favorise en quelque sorte, enfin par ce biais de la technologie bien sûr, je favorise la capacité, mais de générer des formes. Alors après ça pose les questions un peu comme les OGM, c'est les organismes modifiés. Est-ce que ces organismes modifiés sont générateurs? Parce que moi, au fond, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est la création artistique. C'est comment on peut générer de nouvelles formes en tant que telles qui elles-mêmes sont porteurs d'émotions et d'une capacité de réflexion sur ce qui fait que on crée des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent qui permettent d'aller plus loin dans un processus où j'ai été à l'origine. C'est ça en fait. Il y a un côté un peu démurgique qui m'intéresse dans ce côté. Et je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire par démurgique, c'est-à-dire qu'on met tous les éléments en soi pour créer une forme qui n'est pas une monstrueuse, mais qui elle-même est fort d'une esthétique qui est particulière au digital. Moi, c'est pour ça. Au fond, je crois que c'est ce que je disais peut-être très mal tout à l'heure, mais l'art, c'est ça, au fond, c'est de s'emparer de ces outils pour montrer le monde dans lequel on est. Et j'essaie d'être de mon temps avec les outils de mon temps. Et c'est peut-être ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Enfin, et cette esthétique que j'essaie de mettre en œuvre, elle n'était pas possible avant puisque les outils n'existaient pas. Et donc, mais du reste, Dan aussi fait des pièces qui elles-mêmes n'auraient pas pu être créées avant. Et donc là, je crois que ça nous ouvre et ça ouvre aux autres la possibilité visuellement d'avoir des œuvres complètement qui sortent des contextes de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Can I jump in? So, like you, I think mutation is really important in art. It keeps changing, it keeps evolving, but I think we have to understand that we are mutations. We keep changing. We keep thinking of ourselves as the final product, but we're not the final product. Evolution is still happening. And when we say, oh, we need to save the planet is fine. The planet is good. It's in other things. We are in troubles. So, we need to think differently about our future. The planet is just fine. We're just passing through. We are one mutation amongst others. The artwork produced by the instructions that you gave to the computers, do you feel they are producing emotions? And the other question is, do you think one day, and that's the dangerous question, would the computer have emotions? Because right now, as you say, they don't have conscience. They can only process information, a vast amount of information, and in that sense they surpass what we humans can do with our brains, which is different to what our brains can do. But do you think a computer, based on that learning capacities, will be able to produce artwork that will produce emotions in the public? So,
at this moment in time, and I can feel it. It's funny because when I do a brainstorm, basically what I do, I put some type of slow music on, no words, and I work with our computer and I let my mind wander, and I arrive with like 60 ideas, and then and then you go, oh, this is 30, okay, and then there's like 10, and then there's like 5, and then there's 1. But there's something happening in my head just around here where it just goes, there is something there. I don't know what it is, but like there is something there, and I need to dig into this idea. And then I make another, like a brainstorm on that very idea, and then it blossoms like this. At this moment in time, this is the artist's work, and the computer can't do it because you can ask it, like you go on ChatGPT-4 and you say, produce 20 different ideas about breathing installation in the city to encourage people to learn how to deep breathing. And it will give you 20 different, iterations of different things. But it doesn't, note them. It doesn't put them in a hierarchy. Just like, this is different ideas. And then it's you that's going to go, oh, actually, that one is interesting. This is shit. But like that one, there's something there. And then you have to dig, and this is the artist's work. In the future, who knows? We have no idea. But what I want to say about this is that will they have consciousness or not? It is an important question, but even without consciousness, using this massive knowledge about, how we think and how we work, and storytelling, our lives is all about stories. Money is a story, like, hey, this piece of paper, and oh, yeah, it's $20. Oh, cool. But it's a story. And people will have the power to use, artificial intelligence to create new stories. And that's a huge power. And we don't need these machines to have consciousness themselves to get to places that are completely different to our own reality at the moment. So for the work of both of you, you think the result, I guess yes, because you're showing it, but transmit the precise message, which is a rational message, through the precise meaning of that message, the precise wording of that message, or do you think the result is transmitting that message through emotions? Which was the question that both of you show your works all around the world to people from different cultures, different languages, different backgrounds, and you were saying that the response was very unanimous, which means is a response that transcends culture and language. So is that message transmitted through emotions or the precise wording of the message you want to pass? So, okay, I will say something, and I think it's quite similar in a way, is that basically our work is an invitation. You're invited to walk into this space or into this place, and see something and experience something. You might not have read, what it is about, but you're just there, and then something happens, and this is the art. The art is to go beyond the intellect and go, wow, I'm feeling something, there's something happening in me, and it's triggering something that is taking me somewhere else. So this is the art. And if I wanted to just go back to artificial intelligence at this time of the, where we are, and tools like Midjourney, which is a tool where you write prompt and you say, create an image of a city square at night with the light installation in the center and people working, sitting around it. As long as you are totally open to the result, you have amazing result. Like you can go create a flower that blossoms, in space. And so it will give you things like that. But the more precise, the more you have an idea and you say, create something that looks like this, with these elements, with the light coming from this place, and the room has to have no windows and only a small light in the middle, and this, and then it's impossible. And it's hell. And you go really crazy because now that's one of those. And then you try to refine your prompt again and again and again, and you can't get to exactly what you want. So you have to let go to use AI at this time, and it's not ready for this yet.
Oui, non, mais je pense aussi, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'au fond, moi aussi j'ai fait plusieurs expositions dans différents lieux et les émotions qu'elles génèrent, d'abord, je tiens à dire aussi que certaines de ces émotions sont indépendamment liées à l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout des référents de ce que moi je considère comme important et qui font que pour certaines de mes œuvres, les gens éprouvent de l'émotion, m'envoient des messages. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et si on montre, si on dit à l'ordinateur que penses-tu de cette création, il sait pas répondre. Il sait pas dire si c'est bien, il sait pas dire si c'est mal, il sait pas dire si c'est original, si c'est il peut dire c'est à la manière de c'est comme ci comme ça, mais en fond il n'a pas la sensation de recoupement que le cerveau que chacun de nous a dans notre cerveau. C'est-à-dire on a tellement de capacités de jongler que finalement l'ordinateur c'est un champ des possibles, mais il n'a pas de conscience de qu'est-ce qui est intéressant ou pas, de qu'est-ce qui est beau ou pas. Et quand on lui demande l'analyse de certaines choses, si elles sont abstraites, il ne sait pas les décrypter non plus. Donc pour moi, l'IA, c'est comme disait un peu Dan, c'est un outil de plus qui permet d'aller loin. Il est force de proposition. Et après, c'est à moi, en tant qu'artiste, à choisir et à conceptualiser et à créer l'œuvre, parce que au fond, il n'a pas la capacité de fédérer l'ensemble des éléments qui constituent. Si vous avez, je crois que vous avez vu l'exposition au Hara Art Center, c'est un lieu très spécial avec une architecture, avec des mezzanines. Donc, si vous donnez les plans du bâtiment, il va pas savoir il va pas donner les solutions. C'est là où on a, en tant qu'artiste, en tant que philosophe, en tant que critique, on a une vraie place et que les ordinateurs ne sont que des moyens pour nous aider à mieux nous situer, mais en soi, ils n'ont pas cette faculté créative d'assembler et de fédérer l'ensemble d'un dispositif. Enfin. 자, 그럼 다른 분 질문 받아볼까요? 네, 저 뒤에. 네, 현재 지금 인공지능 패러다임 이후는 이제 AGI 인공지능 말고 다른 형태가 등장하지는 않을지 기술적으로 그런 점에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. Bon, je tiens à préciser que aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est la mode, mais quand j'ai commencé en 80, 90 et 2000, c'était pas du tout à la mode. C'était plutôt, j'étais à contre-courant de beaucoup de choses. C'était le retour à la peinture, c'était pas du tout à la mode. Donc bon, ça, je peux le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les choses vont mieux. J'ai des projets intéressants et tout, mais c'est des projets d'exposition. Mais quand j'ai commencé en 80, les gens disaient il est fou. D'abord, ça c'est une première chose, et je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc il n'y avait pas d'exposition et c'était très difficile de monter des expositions. Ensuite, je ne dis pas, je vais pas dire que c'est je vais pas faire l'apologie de ce monde du digital. Dans le digital, il y a comme dans le graffiti, comme dans la peinture, il y a des choses qui moi me paraissent très mauvaises et c'est pas je veux dire c'est pas spécifique au digital. Alors il y a les gens pensent que le digital c'est aussi une facilité, mais c'est pas évident de développer une écriture, à mon avis, mais bon, ça c'est mon sentiment, qui soit pertinente. Ensuite, si vous regardez l'histoire de l'art, parce que malgré tout, c'est quand même un des aspects importants qu'il faut voir, c'est que au fond, ce qui reste dans le temps, ce qui marque le temps, c'est les artistes aussi qui eux-mêmes sont en relation avec le monde dans lequel ils sont. Donc moi, tout à l'heure, j'ai cité comme ça quelques noms. Après, c'est peut-être pas votre sensibilité, mais au fond,
Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, un artiste comme Man Ray ou comme Nan Junpei, parce que il est très connu ici, eh ben, au début, même quand il a commencé, c'était pas du tout à la mode, la vidéo, hein. Je peux vous assurer que c'était pas, et ce qui a fait sa force, c'est qu'il a parlé du monde des années 60, des mondes des années 70, et du monde qui est encore aujourd'hui, et quand Dan nous parle, et vous le savez tous, de ce rapport que l'on a aux images, de cette profusion d'images, eh ben, cet artiste, il est au fond révélateur de ce que ça a été déjà dès les années 60. Et moi, je crois que bon, après, vous pouvez être contre l'IA, contre ou ne pas y voir l'intérêt, ou trouver que c'est trop à la mode, mais c'est un champ de réflexion, c'est un champ d'expérimentation. Et si les artistes ne s'en emparent pas, eh ben, je pense qu'ils passent à côté de quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. So just very shortly, I personally think it's just another mutation. Things are mutating, and this is the latest trend, and then, 2 years ago, it was like NFT everywhere, like NFT, and it was interesting. And then, who speaks about NFTs anymore? It might come back, and it's a really important technology, but we're mutating. It's just the living cycles are getting faster. And so maybe, I don't know if you're studying art, but maybe they tell you okay, artificial intelligence right now is the thing that you have to introduce and have in your art, but maybe in 6 months and a year they will have moved on to something else. Just hang on and try to stick to what makes you vibrate, what is important to you. 마지막 한 분만 더 받겠습니다. 질문 짧게. 너무 힘차게 들어주셔가지고. 예, 말씀 잘 들었습니다. 제 질문은 기술을 빨리 예술에 도입해서 새로운 어떤 그 장르를 개척하시는 그 프론티어로서 기술이라는 게 참 잘 쓰면 굉장히 지금까지 굉장히 유용한 역할도 많이 했지만 기술이 극도로 발전하다 보니까 부작용도 많습니다. 예를 들어서 지금 페이크 뉴스가 기술에 의해서 굉장히 빠르게 확산돼서 혼란시키는 부작용도 있단 말이죠. 한마디로 요약하면은 툴이 결국은 이제 좋은 측면에서 굉장히 긍정적인 인류 문명의 발전에 기여하지만 부정도 많기 때문에 그런 걸 고발하는 그런 프로젝트라 그럴까, 그런 예술계 활동에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. Non, mais bien sûr, la technologie a du pour et du contre, hein, c'est clair. Il y a même aussi aujourd'hui, il y a eu un livre, j'ai oublié l'auteur, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos et qui explique justement comment Trump est arrivé au pouvoir ou Bolsonaro, c'est-à-dire en fait. Mais là, on s'écarte du monde de l'art, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la technologie et dans le champ artistique. Alors après, il y a plein d'autres aspects négatifs dont vous pouvez parler. Je ne sais pas lesquels exactement vous voulez dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'ingénieurs qui ont appliqué la physique pour à des fins politiques. Et là, effectivement, là, on s'aperçoit que le danger, et on peut manipuler un certain nombre de personnes avec des réseaux très ciblés et en analysant, en décryptant. Mais disons que là, on est dans un autre processus qui influence pour un vote, pour avoir un président, et donc là, c'est des choses effectivement qui sont effrayantes, et on voit les résultats. Mais ça, je dirais que c'est un petit peu différent du propos enfin, en tout cas, moi, je développe dans le domaine de l'art. Si vous voulez, j'utilise ces outils, mais c'est vrai aussi que si on parle des armes de guerre, là aussi, c'est effrayant. L'intelligence artificielle peut être, comme je le disais tout à l'heure, très dangereuse. C'est là où parfois il y a une confusion avec les journalistes, c'est-à-dire qu'ils parlent de l'intelligence artificielle de manière globale, alors que après, il faut le prendre par chacun des domaines. Si on est dans le domaine, par exemple, de la médecine, ça peut être très intéressant, l'intelligence artificielle, pour analyser
comment des maladies, on peut, par recoupement, avoir des diagnostics beaucoup plus performants. Mais c'est un secteur qui est spécifique, qui est la santé. Donc voilà, après je pense que l'intelligence artificielle, chaque fois, elle est différente selon les secteurs. Voilà. Dan, je parle beaucoup. À toi. So I won't go into politics and stuff, but what I know is that social networks have been pushing division. And so my work is about creating union and a sense of belonging and sense of community. And I think it's really important. Yeah, we need to come together, you know. That's it. We could go on, but technology is being used for many different things. It's definitely being used to divide us. And we're not divided, we're the same. Yeah, this is it for me. 제가 마지막 멘트 좀 드리도록 하겠습니다. 이 두 분은, 제가 이 두 분을 존경하는 이유는, 기술을, 특별한 기술을 사용하시는 분들이 아니에요. 그렇지만, 이 테크놀로지를 수단으로 사용하는 사람들이 있을 거고, 테크놀로지를 철학적으로 이해하시는 분들이 계신데 후자에 해당하는 분들이시고요. AI는 더 이상 어떤 수단 툴이 아니고요. AI는 그 안에 사회학이 숨어있고 정치학이 숨어있고 문화학이 숨어 있습니다. 그거를 읽어내야 되는 거고요. AI는 사람들의 생각의 흐름이 어떻게 만들어지고 형성되고 연결되는지에 대한 이런 사회학적인 이해를 충분히 해야지만 작업이 되기 때문에 AI는 AI 없이 그 인간 사회를 알기가 어렵기 때문에 그 얘기를 드립니다. 거대 자본이 AI를 적극적으로 활용해서 우리 물건 살 때 감성적인 이유로 사는 경우가 많죠. 어떻게 하면 사람들이 화를 내고 슬퍼하고 뭔가를 구매할 수 있을지. AI가 아직은 감정은 없지만 인간의 감정을 어떻게 흔들 수 있는지는 너무나 잘 알고 있고 지금도 벌어지고 있습니다. 인간이 로봇하고 비교했을 때 상상하고 감정을 가지고 느낀다는 부분이 아직은 AI와 로봇이 따라잡지 못하는 영역입니다. 그래서 이 디지털 네이처에 참여하신 두 분의 작업이 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 여러분들의 오늘의 상상이 미래를 만들 거라는 것은 부정할 수 없습니다. 그래서 우리가 제대로 상상하고 제대로 세상을 관찰하고 페이크 뉴스에 현혹되지 않고 선동되지 않고 제대로 느껴야지 연대할 수 있는 동기가 될 거고요. 그래서 행동해야지만 보다 나은 지구를 만들 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 이상 두 분께 그 박수 부탁드리고요. 이상 이대영이었습니다. 감사합니다. Merci. Thank you so much.